professeur Avon est historien, professeur d'histoire. Il est en particulier co-directeur de l'IPRA. L'IPRA, c'est l'Institut du pluralisme religieux et de l'athéisme. Le professeur Avon est un spécialiste de l'histoire des religions et en particulier aussi du monde arabe. Il nous vient du Mans, dans la Sarthe. C'est un beau déplacement et nous vous remercions d'avoir fait ce chemin, pas seulement pour nous, mais pour venir quand même à Toulon et dans la région. Au début du mois de février, il y a presque 3 mois, le frère Hubert Marie et moi-même, on a eu le plaisir d'assister à une conférence du professeur Avon dans la région parisienne, dans le cadre du colloque du Service national pour les relations avec les musulmans, et c'était absolument passionnant. Les mots ne sont pas exagérés, ça pourrait paraître comme une figure de style, mais c'était véritablement passionnant, sa façon de présenter l'histoire et comment l'histoire se transcrit dans notre monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le thème de la conférence, vous l'avez vu sur les affiches, Islam intégral, Islam libéral, une approche des rapports de force à l'époque contemporaine. Donc on voit bien quelles sont les tendances. On met le focus sur l'islam dans cette conférence, et vous savez qu'au service diocésain pour les relations avec les musulmans, nous tenons tout particulièrement à créer des ponts, des passerelles entre les communautés. Et donc, si je m'adresse aux chrétiens, eh ben, il faut connaître l'islam, et puis si je m'adresse aux musulmans, c'est bon aussi quand même d'avoir le point de vue d'un historien. Voilà. Professeur, je vous remercie. On va faire la conférence, il y aura un temps de questions et réponses à la fin, et puis à l'issue, pour ceux qui voudront, s'il n'est pas trop tard, enfin pour ceux qui voudront, il y aura un petit rafraîchissement dans la triomphe. Voilà, je vous laisse le micro. Merci. Merci beaucoup, merci pour votre accueil. Je suis content de venir à Toulon. Je suis à Toulon aujourd'hui et demain parce que je participe à un colloque organisé par l'université. Et le titre de ce colloque s'intitule « La mer Méditerranée », l'apostrophe A-M-E-R, et qui réunit à la fois des spécialistes de littérature, des économistes, des historiens sur les questions de tension, de conflit autour de l'espace méditerranéen. L'année dernière, ils avaient plutôt abordé cette thématique de la Méditerranée sous l'angle du pont, donc le versant bleu. Et cette année, c'est le versant couleur noire. Il faut traiter les deux versants. Et j'ai trouvé courageux qu'ils osent aborder un certain nombre de points. Alors, il y a dans mon intervention de ce soir d'abord une nécessité de définir les termes du sujet. C'est ce qu'on fait en bonne méthode. Intégrale, libérale. Première remarque, je ne parlerai jamais d'islamisme. J'utilise depuis des années les catégories intégrale ou intégralisme, parce que c'est une manière d'aborder le rapport à la société, à la science, aux politiques, à la culture, qui n'est pas spécifique aux musulmans, mais qui touche également les juifs, les chrétiens, les hindous, les bouddhistes et toute autre configuration religieuse. Et c'est mon premier point, insister sur, il y a ici un défi commun qui a été posé aux croyants des différentes confessions, en gros autour du XVIIIe siècle, c'est-à-dire dans les sociétés du nord de la Méditerranée, il y a eu une création de séparation. Le politique s'affranchit de l'autorité religieuse, de manière plus ou moins pacifique, et dans le cas français, de manière violente. C'est le contexte révolutionnaire français sur lequel je n'ai pas à m'appesantir ce soir, mais ça se présente de manière violente. Dans le judaïsme, ça touche aussi, par exemple, l'État d'Israël aujourd'hui. Il y a deux grandes tendances derrière les différents qualificatifs orthodoxes, ultra-orthodoxes, etc. Et en fait, il y a une tendance libérale et une tendance intégrale. La tendance intégrale disant, nous n'avons pas besoin de constitution, il n'y a pas de constitution en Israël, nous n'avons pas besoin de constitution, la Torah est notre constitution. Oui. Et dans la religion musulmane, nous avons également ces deux tendances. Et je voudrais vous montrer comment elles se déclinent. Je vous donnerai quelques exemples. Comment elles se déclinent. Ce qu'il faut noter, c'est que cette tension, ce sont des idéaltypes, bien
bien sûr, on ne va pas ce soir classer telle personne, vous êtes dans le courant intégral, vous êtes dans le courant libéral. Ce sont des idéaux types, ça aide à penser, si vous voulez, et ça aide à penser le rapport aux politiques, le rapport aux scientifiques, au sens large, sciences humaines comprises, bien sûr, et le rapport au culturel. Quand je dis le rapport aux politiques, c'est est-ce que je me positionne ou est-ce qu'un tel se positionne en posant comme principe fondateur la liberté individuelle, et notamment la liberté de conscience. En arabe, on va dire « hurriyat al-damir ». Est-ce que je me positionne ou est-ce que telle personne se positionne, ou non, en reconnaissant une égalité de droit à titre individuel, pas une égalité de droit entre communautés, une égalité de droit entre citoyens et citoyennes. Ça définit un projet et ça définit l'autre projet. Je ne les juge pas, ces projets. Je constate qu'il y a des personnes croyantes ici qui disent « il faut défendre ceci » et des personnes croyantes ici qui disent « non, ce n'est pas un bon projet de société, c'est un autre projet de société ». Il y en a qui ont cherché une troisième voie entre intégralisme et libéralisme. Pour l'heure, cette troisième voie n'a jamais pris de configuration sociétale, ni au nord ni au sud de la Méditerranée, ni ailleurs. Mais si vous lisez un ouvrage du jésuite Jean Danielou, qui s'appelle « L'oraison problème politique » et qui est publié juste après le Concile Vatican II, il dit « il faut chercher une troisième voie entre la société dominée par le catholicisme et la société laïque ». Vous voyez, cette question était posée à ce moment-là. Le second temps de mon introduction vise à montrer que cette question, cette problématique se pose de manière particulièrement aiguë et vive dans le monde majoritairement musulman aujourd'hui, notamment celui de langue arabe, mais pas exclusivement. Et cette tension se traduit par des conflits, des guerres ouvertes. Mon intervention de cet après-midi portait sur le Hezbollah libanais. Il y a une guerre à mort, à l'heure où je vous parle, entre le Hezbollah et Jabhat al-Nusra, le front al-Nusra, les uns et les autres ayant dit, pour le Hezbollah, Nasrallah a dit « Inna al-ma'araka ujudiya ». C'est un combat existentiel. On va aller jusqu'au bout. On joue ici notre peau. Et si la moitié d'entre nous, nous devons mourir, si les 3/4 d'entre nous, nous devons mourir pour que le quart restant vive dans l'honneur, nous allons le faire. Ça vous dit la mesure de cette tension et de ce combat. Je ne parle pas de miracle, mais on est dans une situation, nous vivons dans un moment où ce combat est très dur. Et dans le monde arabe, ce sont deux intégralismes qui s'affrontent. Intégralisme qui vient de l'Iran, qui a posé comme clé de son système politique le Wali el-Faqih, le juriste et théologien, et de l'autre côté, des groupes autour des frères musulmans qui disent le Coran est notre constitution, il y a des domaines absolument intouchables. Je parlerai de Qaradawi tout à l'heure pour vous dire quel est son projet de société. Et ces deux projets sont incompatibles, d'où l'affrontement. Bien sûr, il y a des enjeux économiques, bien sûr, il y a de la géostratégie, bien sûr, il y a des acteurs très importants à l'extérieur du monde majoritairement musulman. Israël dans la région, au-delà l'Union européenne, en particulier la France, la Grande-Bretagne, et au-delà, bien sûr, les États-Unis aussi, et la Russie. Tous ces acteurs jouent dans ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient. Mais il y a d'abord, quelle est la règle du jeu que nous voulons pour nous, qui vivons dans le monde arabe dont je parle à l'instant. Et cette règle du jeu, il n'y a pas accord là-dessus. C'est quelque chose d'important. Je vais davantage parler ce soir des sociétés européennes, notamment de la société française, autour de cette problématique, mais je voulais la resituer, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais resituer la question dans le monde contemporain dans lequel nous vivons. Pour commencer, et vous montrer l'impact de ce qui se passe dans le monde sur ce qui peut se dérouler dans la société française, je vais prendre un événement qui s'est déroulé il y a à peine un an. Cet événement, au mois d'avril, c'était le 21 avril 2015, à Paris, une conférence qui a été organisée par des musulmans sur le thème Islam et démocratie. Il y a énormément de conférences sur ce thème, Islam et démocratie, Islam et laïcité.
la spécificité de cette conférence, c'était qu'elle était organisée par des musulmans, Félix Marquardt, Adnan Ibrahim, imam de Vienne, Mohamed Bajadafil, qui est très connu dans le milieu des jeunes, qui est très actif sur les réseaux sociaux, Ghaleb Bencher, qui est également connu puisqu'il dirigeait l'émission Culture d'Islam sur France 2, et puis il y avait également Homero Marangiou Pereira, qui est nantais maintenant, mais qui a beaucoup travaillé dans le Nord, et qui a été membre de l'UOIF et qui intervenait lors de la conférence à deux voix dont vous avez parlé tout à l'heure. Cette rencontre d'avril 2015 visait à préparer un forum mondial pour une réforme islamique qui était prévu en 2016. Et les acteurs de cette rencontre avaient dit: nous allons créer une fondation, et ils lui ont donné le nom de El-Kawakibi. El-Kawakibi est un penseur de la fin du 19e et du début du 20e siècle qui, face aux défis que posait la colonisation française et britannique, une colonisation qu'il voyait comme un processus qui n'était pas possible de freiner. Nous n'avons pas les moyens, pas simplement les moyens militaires ou les moyens politiques, mais nous n'arrivons pas intellectuellement à relever ce défi-là. Il disait qu'il faut repenser notre tradition. Et repenser la tradition consistait à dire il faut revoir un certain nombre de concepts, notre rapport au texte. Il est allé très loin dans le processus de réforme. Décédé en 1902, ce n'était donc pas du tout neutre de la part de ces acteurs dont je parle, de se dire nous avons créé une fondation El-Kawakibi. Là, il y a eu un mouvement de soutien dans les milieux musulmans francophones à cette fondation, notamment le site Oumma.com a soutenu et le site safirnews.com a également soutenu cette initiative. Mais il y a eu également immédiatement une réaction d'opposition. Et c'est un autre site, le site Islam et Info, qui a attaqué bien en tête ce groupe de musulmans, que je vais qualifier de musulmans libéraux. Et les propos ont été très forts, et la tension a été importante, en ce sens que certains ont été accusés d'être des ennemis de la cause musulmane en créant ceci. En plus, ils avaient invité Finkielkraut, donc ça n'arrangeait pas du tout les choses de leur point de vue. Mais ça n'a pas été simplement une querelle intra-musulmane francophone. La revue Ed-Dabq, c'est la déclinaison francophone de la revue Al-Islam de Daesh. La revue Ed-Dabq a dit ce sont des apostats, il faut les tuer. Vous avez ici un lien direct entre ce qui est vu à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur du territoire métropolitain ici, de la société française. Alors, un certain nombre de ces acteurs se sont sentis un peu démunis. Il y a eu des menaces de procès, notamment autour de site safirnews.com, qui a dit je ne veux pas être accusé de ceci, cela. Et puis, ça n'a rien donné, en tout cas publiquement. Maintenant, un certain nombre de ces acteurs travaillent ensemble, mais ils ne travaillent plus sous les feux de la rampe. Ils travaillent à une réforme interne de l'islam, mais hors du cadre public, en petits groupes. Ils ont été menacés, et certains ont quitté, ils ont eu peur. Ça se passe en 2015 en France. Voilà une illustration de ce que je vous dis. C'est une illustration un peu extrême. Et il y a d'autres formes de pression qui ne prennent pas ces formes extrêmes. Je vais vous en donner ici quelques exemples. Parmi ceux qui défendent une vision intégrale de l'islam dans la société française, qui sont des acteurs très actifs. Vous avez par exemple M. Iqiyoussen, qui est très actif sur YouTube. Vous avez également Nabil El-Nasri. Nabil El-Nasri est le président du collectif des musulmans de France, un sympathisant de l'Union des organisations islamiques de France, et qui s'est fait remarquer, notamment aux côtés de catholiques, pendant la manifestation
Manif pour tous, pendant les manifestations, Manif pour tous. Il est également connu parce qu'il enseigne au Centre de sciences islamiques Châtibi, dans le 93 à Stein. Et c'est quelqu'un qui poste régulièrement des vidéos sur la toile. Et il a trois figures de référence, si vous voulez. Hassan el-Banna, le fondateur des Frères musulmans, le Cheikh Karadawi, dont je parlerai dans un instant, et Tariq Ramadan, dont je parlerai également, mais il y a eu pas mal d'articles ces derniers temps sur Tariq Ramadan. Je vais vous donner une illustration du positionnement de Nabil El-Nasri qui me permet de le qualifier d'intégral. On l'a interrogé au sujet de Daesh. Comme on a interrogé beaucoup de musulmans au sujet de Daesh, on leur a dit comment vous positionnez-vous par rapport à Daesh. Il a indiqué: je n'ai pas de sympathie pour l'État islamique. Mais, loin, je cite encore, loin de moi l'idée de rejeter le système islamique de la jizya. La jizya, c'est l'impôt qui vise les non-musulmans des sociétés sous autorité musulmane, en tout cas jusqu'à il y a quelques décennies, dans la majorité d'entre elles. Il poursuit: ce que je mets en doute, c'est le moment, le manque de pédagogie et surtout l'absence du sens des priorités. Nous avons donc ici clairement une personne qui dit: mais fondamentalement, le principe de la jizya n'est pas mauvais. Il est bon. Simplement, il faut le moment, il faut le contexte dans lequel on puisse l'appliquer. En ce sens, par exemple, il ne reconnaît pas l'égalité entre citoyens. C'est ce que je vous disais en introduction pour qualifier quelqu'un d'intégral et de libéral. Une société, une bonne société musulmane, c'est une société qui pratique la jizya, mais il faut le contexte approprié pour le faire. Ce type de positionnement est soutenu par des maisons d'édition. Maisons d'édition comme El Tawhid, qui est proche de l'OIF, qui est basé à Lyon, El Bolak, qui est basé à Beyrouth, et puis El Hadith, qui est basé à Bruxelles. Et El Hadith publie un certain nombre de traductions de textes choisis d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, qui est un penseur très important du Moyen-Âge, et qui s'est fait connaître dans un contexte difficile, extrêmement difficile pour les Arabes de confession musulmane de l'époque, puisqu'il y avait d'un côté des restes de croisades et de l'autre côté la conquête mongole, et notamment la prise de Bagdad. Et donc il vit dans ce contexte-là où il considère que les Mongols qui se sont islamisés ne sont pas des bons musulmans, et il a prononcé des centaines et des centaines de fatwas, en tout cas qui lui sont attribués aujourd'hui, et que l'Arabie Saoudite a publié en un gros corpus, les fatwas d'Ibn Taymiyyah. Et les éditions El Hadith de Bruxelles disent: voilà, une personnalité de référence pour nous, c'est Ibn Taymiyyah. Avec ce rapport à l'histoire très particulier, c'est-à-dire il n'y a aucune note de bas de page, aucune mise en contexte, on vous donne à lire du Ibn Taymiyyah comme ça. Et Ibn Taymiyyah dit par exemple que les khalijites, ce sont des gens qu'il faut combattre jusqu'à la mort. Si vous mettez ça hors contexte, sans précision, vous voyez les conséquences que cela peut avoir. Mais précisément, les intégraux, qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans, n'aiment pas l'histoire. Il n'y a pas d'histoire pour eux. La religion, elle est atemporelle. Les principes valent de tout temps. Ils ne peuvent pas être relativisés dans un espace et dans un moment. Il faut que ça s'applique partout. Voilà la différence, une différence importante. Alors, il y a également un grand nombre de sites internet. Je n'ai pas le temps de les passer en revue, mais sur ces sites internet, ce qui est frappant, c'est de voir le type de questions qui est le plus souvent posé. Par exemple, les questions relatives, alors beaucoup de questions relatives aux pratiques sexuelles. C'est considérable de savoir comment on fait ceci, dans quel contexte, etc. C'est une recherche, si vous voulez, de normes. Une recherche de normes pour savoir exactement, est-ce que là je suis dans les clous, est-ce que je ne suis pas dans les clous. Est-ce qu'il est possible de saluer, comment saluer. Par exemple, si vous pratiquez le karaté, est-ce que je peux m'incliner devant la personne contre laquelle je vais combattre ou pas? Qu'est-ce que signifie cette inclinaison? Parce que normalement,
certains disent je ne peux m'incliner que devant Dieu, et donc je ne peux pas m'incliner devant telle personne. Vous avez ce genre de questions qui sont posées sur ces sites. Quels sont les péchés irrémissibles? Est-ce que faire le ramadan, c'est plus important que prier 5 fois par jour? Voilà le genre d'interrogations qui sont posées. Et ce qui est intéressant pour nous, historiens du religieux, c'est de voir la force de ce courant-là. Et je vais essayer de vous montrer dans mon 3e temps pourquoi ce courant-là est très important aujourd'hui. Avant, et ce sera mon 2e point, je voudrais indiquer devant vous quelles sont les grandes figures d'un côté de l'islam intégral, de l'autre côté de l'islam libéral. Du côté de l'islam intégral, une figure vraiment très importante à l'heure actuelle, c'est le Cheikh Qaradawi. Le Cheikh Qaradawi est égyptien de naissance. Dans les années 70, il s'est installé au Qatar. Il a obtenu la nationalité qatari, ce qui est très très rare. Il a eu des postes d'abord à la radio, puis aujourd'hui, ça fait déjà un certain nombre d'années, il a eu une émission sur la chaîne Al Jazeera et un site internet également, sur lequel il produit beaucoup de normes, beaucoup de prescriptions, en disant voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Et il a publié aussi un certain nombre d'ouvrages, et il a eu des positions très tranchées, par exemple sur la question des apostats, la question des homosexuels, la question des alaouites. J'avais, dans une précédente conférence, évoqué le moment, c'était au printemps 2013, si je ne me trompe pas, où il a ressorti une fatwa d'Ibn Taymiyyah, dont je vous parlais à l'instant, et dans laquelle Ibn Taymiyyah disait que les alaouites, c'est-à-dire ceux qui tiennent le pouvoir en Syrie à l'heure actuelle, la confession de Bachar el-Assad, le président syrien contesté par l'opposition. Les alaouites sont akfar, plus mécréants que les juifs et les chrétiens. Donc vous voyez, cette fatwa a un grand impact parce que ça a tout un tas de conséquences après. Et Qaradawi a ressorti cette fatwa dans le contexte de la guerre civile syrienne, ce qui a évidemment un impact ici. Plus fondamentalement, sur la question du projet politique de Qaradawi, il a été invité en 2012 en Tunisie. En Tunisie, à ce moment-là, il y avait une troïka au pouvoir avec le parti, ou le mouvement plus exactement, Ennahda, et le Ettakatol, et puis le parti du président de Malzouki, de CPN. Et lors de ce congrès s'intitulait le Congrès pour la réforme de la jurisprudence politique, la question à laquelle il devait répondre, c'est quel est le modèle de régime politique qui est le meilleur pour vous? Et donc on l'a suivi parce que, comme il est le président de l'Union mondiale des oulémas, qu'il est le président du Conseil européen de la fatwa, sa parole a une importance, si vous voulez. Et il a dit ceci, je vous le résume, il a dit, bon, il faut un amir, il faut un prince, quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui a une autorité. Mais il faut lui couper les 2 ailes à ce prince-là. Il faut lui couper les 2 ailes pour ne pas qu'il devienne un dictateur type Moubarak. Moubarak était vraiment le pharaon au sens très négatif du terme pour Qaradawi, parce que c'est et sous Sadat et Nasser, Sadat et Moubarak qu'il avait été contraint à l'exil. Donc, pour pouvoir couper ces 2 ailes, il faut contrebalancer ce pouvoir politique par quoi? La référence religieuse. Cette référence religieuse, c'est le Coran et le Hadith. Mais c'est aussi ceux qui parlent au nom de cette référence religieuse, c'est-à-dire les savants religieux, les ulama. Et donc, il montre que, finalement, la clé du pouvoir, ce sont les ulama. Et nous avons ici une définition politique de l'islam intégral qui dit la clé du pouvoir, elle n'est pas dans la personnalité politique. Le dernier mot ne revient pas à la personnalité politique. Le dernier mot, celui qui dit le juste, celui qui dit la parole de justice, el-adl, ce sont les ulémas, parce que ce sont eux qui interprètent correctement la loi ou la tradition héritée. Voilà un positionnement. Et alors ça a été repris ici, et on a vraiment très clairement les choses.
Quand on interroge des personnes qui, en France, se réclament de Kadadawi, comme Ahmed Jabala par exemple, ce qui est remarquable, c'est que sur un positionnement aussi clair que celui-ci, il ne répond pas. Il navigue un peu, si vous voulez. C'est comme s'il était un peu gêné. En France, en Tunisie, je l'ai interrogé et ça ne lui posait pas de problème. Il me répondait bien volontiers là-dessus. Mais quand on est en France, il était un peu gêné parce qu'il se rendait compte que ce type de propos dans la société française, ça ne correspond pas au type de régime politique qui prévaut. Associé à Kadadawi, un autre personnage, une autre figure importante de cet islam intégral, Rachid Ranouchi. Rachid Ranouchi est le fondateur de Ennahda, qui ne s'appelait pas comme ça au départ. Ranouchi est un Tunisien, donc, qui a vécu un moment de conversion à la fin des années 60. Il était plutôt engagé dans le mouvement panarabiste. Il a raconté ça, un mouvement de conversion. Et il s'est engagé dans un projet d'islam politique. En 1993, il a publié un ouvrage en arabe qui s'intitule « Les libertés publiques dans l'État islamique ». La ligne d'horizon est claire. La ligne d'horizon, c'est donc l'État islamique. Nous devons aboutir à cet État islamique parce que ce sera l'État le plus juste. Dans cet ouvrage, c'est un essai qui a été réédité en 2011, après toutes ces années d'exil. En 2011, à la chute de Ben Ali, il est revenu en Tunisie et donc il a joué un rôle clé après la chute de Ben Ali. Voici ce qu'il dit.